With the discovery of 2 more bodies tonight, the job for Suffolk Police suddenly got a lot bigger. A motorist alerted police this afternoon after he saw a naked woman's body near the road. En décembre 2006, la police d'Ipswich découvre les corps de 5 femmes dans la campagne du Suffolk. La dernière personne à les avoir vues en vie est Steve Wright, un ancien steward exerçant sur un paquebot de croisière. Il paraît que c'est Steve qui a tué les femmes qu'on a retrouvées mortes dans la région. Mais j'ai toujours beaucoup de mal à croire qu'il ait été capable de faire une chose pareille. C'est une affaire invraisemblable. 5 meurtres ont été commis en 6 semaines. On n'avait jamais vu ça. Je n'arrivais pas à croire que ma ville natale puisse être le théâtre d'un fait divers de cette ampleur. C'était sans précédent. His killing spree was frenetic, at times almost unbelievable. This was the moment that Wright's 4th and 5th victims were discovered. Son mode opératoire était l'asphyxie. Soit il les étouffait, soit il les étranglait, jusqu'à ce qu'elles rendent l'âme. Steve Wright est rapidement baptisé l'étrangleur du Suffolk, un surnom que son père Conrad n'a jamais réussi à lui associer. Il a toujours aimé les femmes. Ce n'était pas un assassin. Il a eu 4 ou 5 partenaires différentes. Je peux imaginer qu'on puisse tuer une autre personne par accident. Ce sont des choses qui pourraient arriver, mais pas un jour sur 2. Dans une affaire de meurtre, on pense d'abord à la famille de la victime. Ce sont des innocents dont la vie a basculé parce que leur parent a disparu dans des circonstances terribles. Mais on oublie souvent que l'auteur du crime a aussi des proches qui tiennent à lui. Quand ils apprennent qu'un membre de leur famille est un tueur en série, toutes leurs fondations sont ébranlées et leurs certitudes remises en cause. Les proches sont des victimes collatérales. Stephen Wright a commis tous ces crimes sur une période de 6 semaines à peine. Il a tué ces jeunes femmes l'une après l'autre, à la chaîne. Il les a ciblées spécifiquement en saisissant la bonne occasion à chaque fois. Steve Wright était parfaitement intégré dans la société. Rien de particulier à signaler le concernant. C'est une preuve s'il en est qu'il ne faut jamais se fier aux apparences. Des assassins impitoyables peuvent se dissimuler derrière le visage de personnes que l'on imagine inoffensives. Il était très calme, très réservé. C'était un grand timide. Il venait très souvent chez moi, et rien ne m'a jamais laissé penser que je pouvais côtoyer un meurtrier. Enfant, Steve Wright voyage autour du monde avec son frère, ses 2 sœurs et sa mère. Ils suivent le père de famille qui travaille dans la Royal Air Force. C'était un gamin un peu sauvage. Il passait sa vie dehors. Il était plein d'énergie. Quand je finissais ma journée de travail, on allait au bord de la mer. On vivait toujours dans des pays chauds, alors on passait beaucoup de temps à la plage ou à la piscine, surtout à Singapour. Steve adorait être dans l'eau. Il n'y avait pas moyen de le faire sortir. Il y passait tellement de temps que la peau de son nez finissait par peler. Il ne nous a jamais causé de problème. Un enfant a besoin de bases solides et d'une certaine constance. C'est ce qui lui permet de se sentir en sécurité et de forger son identité. S'il déménage beaucoup à cause de la carrière de ses parents, la vie peut lui sembler très instable et précaire. Il est donc fondamental pour lui d'avoir un lien très solide avec sa famille. Sinon, les conséquences sur sa personnalité et son développement peuvent être dramatiques. Avec 4 enfants, les bêtises étaient multipliées par 4. Mais ce n'était jamais très grave. Ils étaient toujours ensemble. Ils aimaient faire des farces, mais ils ne nous ont jamais mis dans l'embarras.
Je n'ai jamais eu à me plaindre de leur comportement, ni à présenter des excuses à qui que ce soit. C'est tout ce que j'ai à dire. Il n'a pas eu une enfance très heureuse. Son père était dans l'armée de l'air et la famille voyageait beaucoup. Donc, quand il était petit, il était souvent sur les routes. Il ne s'est jamais vraiment senti chez lui nulle part. Tous les week-ends, les familles britanniques se réunissaient. On faisait de grandes fêtes. Il suffisait d'apporter une bouteille. Et le couple qui accueillait prenait en charge la nourriture. Comme on faisait partie de ce cercle, on en a aussi organisé chez nous. On s'est peut-être un peu trop dispersé. En 1964, la famille rentre au Royaume-Uni. Mais la relation entre Conrad et sa femme se dégrade. On a pris le train à la gare de Paddington, il me semble. Pour être honnête, je ne me rappelle plus vraiment comment on était arrivé jusque-là. On est monté dans le train et on était censé descendre à Ipswich. Mais on s'est disputé. Elle ne voulait pas me suivre, moi je voulais aller voir ma mère. Alors elle m'a dit, je prends les 2 filles et toi tu prends les 2 garçons. Je ne pensais pas sérieusement qu'elle allait rester dans le train. On est descendu à Ipswich, les garçons du moins, et quand je leur ai demandé « Où est votre mère ? Où sont les filles ?» on s'est rendu compte qu'elles étaient reparties. Elles étaient restées à bord, et je ne les ai jamais revues. Il a vu sa mère partir. En un instant, elle avait disparu de sa vie, et il n'y pouvait rien. Il n'avait que 8 ans à l'époque. En général, on part du principe que les enfants grandissent auprès de leur mère. Elle est censée leur prodiguer un amour inconditionnel. Alors si elle les rejette, ils vont forcément se demander ce qui ne va pas chez eux, ce qu'ils ont fait de mal, ce qu'ils auraient pu mieux faire. Or, quand ce sentiment se manifeste et se développe, il peut déformer toutes les autres relations qu'on noue par la suite dans la vie. C'est le premier rejet, l'abandon originel, et c'est très douloureux, très difficile à accepter. Je suis arrivé chez ma mère avec les 2 garçons, sans ma femme ni mes filles. Elle m'a demandé où elles étaient. J'imagine qu'ils se sont habitués à leur absence, même s'ils n'ont sans doute pas compris ce qui se passait. Au bout de quelques semaines, je n'en pouvais plus. Je suis allé chercher les filles, et il n'y a pas eu de conflit. Elles ne tenaient pas à les garder. Alors je me suis retrouvé avec les 4 enfants. Avec l'aide de mes parents, j'ai pu m'occuper d'eux tout en continuant à travailler dans l'armée de l'air. Conrad rencontre rapidement une autre femme, la babysitter des enfants, qui devient sa 2e épouse. Et puisqu'il travaille, c'est elle qui s'occupe d'eux. Quand Val est arrivé, ça a été très difficile de maintenir une discipline. C'est peut-être un mot un peu fort, mais ce n'est pas évident de garder une certaine autorité sur 4 enfants qui ne sont pas les vôtres. Il l'a poussée à bout pour qu'elle parte. Il lui répétait souvent qu'elle n'était pas leur mère. Ces enfants avaient du chagrin. Leur vie avait volé en éclats. Ils avaient besoin d'une structure solide, de sentir qu'on les aimait, qu'on tenait à eux, qu'ils étaient les bienvenus. Mais au lieu de ça, on a dû leur faire comprendre qu'ils étaient un poids et qu'on regrettait leur présence. Steve est maintenant adolescent. Il acquiert très vite son indépendance. Quand il était adolescent, je le voyais très peu. Il a travaillé dans un hôtel à Aldborough. Et plus tard, il a trouvé un boulot sur les ferries. Il a sans doute fait quelques bêtises là-bas, parce qu'il s'est marié avec une jeune fille du Pays de Galles. Steve Wright est considéré comme un homme charmant. Il enchaîne les conquêtes. Mais il a un grand besoin de stabilité qui lui échappe constamment. Il s'est marié 2 fois et a eu 4 ou 5 partenaires différentes. Il est venu passer plusieurs semaines ici avec ses 2 épouses. Et je ne les ai jamais vus se disputer, ni même élever la voix. Ils avaient l'air heureux. Steve Wright s'est marié 2 fois. C'est à la fois significatif et symbolique. Il poursuivait une quête sans fin,
Mais dans chaque relation, il lui manquait un aspect fondamental. Alors il passait d'une relation à une autre en espérant à chaque fois qu'il trouverait ce qu'il cherchait. Il revenait le week-end. Il a trouvé un travail dans un cercle de jeu en ville. Je suis à peu près convaincu qu'il ne se contentait pas d'enregistrer les paris, mais qu'il misait aussi son propre argent. Mais on ne gagne pas à ce jeu-là. Alors un jour, je lui ai dit, « Quand tu recevras ton salaire, Steve, tu me l'apporteras, et je le garderai dans une armoire, à l'étage. » Je vous rappelle qu'à cette époque, il avait passé 30 ans. Je lui laissais suffisamment d'argent pour vivre, mais je n'allais pas le laisser parier tout son salaire. Wright a reçu une éducation relativement dysfonctionnelle, mais même s'il est parfois éloigné de son père, ils sont toujours restés assez proches. Quand il avait des difficultés, il allait voir Conrad. Il lui parlait de ses problèmes, mais évidemment, il ne lui a jamais avoué les meurtres. Il avait trouvé du travail sur le Queen Elizabeth II, mais comme c'était seulement pour 15 jours, il estimait que ça n'en valait pas la peine. Je lui ai dit d'accepter. S'il faisait bonne impression, il serait repris. Il travaillait comme steward. Il s'occupait des passagers de la première classe. Ça lui a permis de visiter des endroits fantastiques. Il a reconnu devant le juge qu'il avait l'habitude de recourir à des prostituées. Il a expliqué que ça avait commencé à l'époque du Queen Elizabeth II, en visitant des pays comme la Thaïlande. Il faisait escale là-bas 2 ou 3 jours pour que les passagers fassent des excursions. Un jour, je l'ai vu dans une émission à la télévision. Il était assis dans un bar avec d'autres hommes. Ils étaient entourés de femmes de la région. Chaque fois que le bateau accostait, il allait directement dans les maisons closes. Ça nous donne plusieurs informations. D'abord, qu'il a très peu de limites. Ça ne le dérange pas de contrevenir à des normes sociales. Sa préoccupation principale, c'est le sexe. Il cherche à faire des expériences diverses avec un maximum de partenaires. Mais ça montre aussi qu'il n'a pas une grande conscience sociale. S'il peut avoir des relations sexuelles avec différentes personnes à peine descendues du bateau, c'est qu'il ne les considère pas vraiment comme des êtres humains. Il pense avant tout à ses propres besoins. Pour lui, une partenaire sexuelle n'est qu'un objet. Il peut faire ce qu'il veut d'elle, y compris s'en débarrasser. For weeks now, police have been anxious to trace the 2 prostitutes who were friends and were last seen working in Ipswich's red light district, as they wait to see whether they have a double murder on their hands. En octobre 2006, le corps de Gemma Adams, une prostituée, est retrouvé dans un cours d'eau à 11 km d'Ipswich, où réside Steve Wright. À l'époque où ces jeunes filles ont été assassinées, Steve vivait avec sa nouvelle compagne et son fils dans une maison mitoyenne. Il n'a habité ici que quelques mois. On est en plein cœur de ce qui était à ce moment-là le quartier de la prostitution. Il sillonnait ces quelques rues en voiture, il faisait monter des filles et il les ramenait ici. La première jeune femme qui a disparu s'appelait Tanya Nicole. Sa mère a immédiatement signalé sa disparition. Puis Gemma Adams s'est volatilisée à son tour. 2 femmes étaient portées disparues. Elles étaient toutes les 2 prostituées et toxicomanes. C'étaient des jeunes femmes vulnérables. Steve fréquente des prostituées depuis ses séjours en Thaïlande, quand il travaillait à bord du Queen Elizabeth II. Visiblement, il a repris ses habitudes plus près de chez lui. Pour moi, il n'y a qu'une seule explication possible. Il avait recours à des travailleuses du sexe, des jeunes filles. Alors il est possible qu'un jour, il n'ait pas réussi à aller jusqu'au bout à cause d'un problème physique, psychologique ou médical. Et ça a dû beaucoup le perturber. Peut-être qu'il a réessayé avec une autre fille sans succès, et ça l'a rendu fou. Puisque tout s'est passé en l'espace de 6 semaines, il a forcément perdu la raison. Sinon, c'est incompréhensible. Aujourd'hui encore, j'ai l'impression qu'il manque des pièces au puzzle. De nombreux éléments prouvent qu'ils sont entrés dans la maison et qu'il s'est débarrassé des corps plus tard.
Mais on ne peut pas affirmer avec certitude que les meurtres ont été commis ici. Les policiers ont toujours maintenu qu'ils ne savaient pas où ils avaient eu lieu. 2 enquêtes distinctes ont été ouvertes sur ces disparitions. Même si la police se doutait qu'elles pouvaient être liées, ça permettait de croiser des informations. Par la suite, les enquêteurs ont pu assez rapidement confirmer que les 2 affaires étaient liées. Et peu de temps après, le corps de Gemma a été retrouvé dans une rivière et celui de Tanya un peu plus en aval. Les policiers ont lancé des appels à témoins. Ils ont fait du porte-à-porte pour interroger les voisins. Ils ont mis en place des barrages routiers dans la région. Ce n'était plus seulement une double disparition, mais un double homicide. Les corps des 3 autres femmes ont été découverts un peu plus tard, et tous ces meurtres ont été reliés entre eux. Le corps d'une 3e femme a été retrouvé dans les bois, dans le village de Nacton, toujours dans la banlieue d'Ipswich. Il s'agissait d'Annie Alderton, qui se prostituait également dans la rue. Mais personne n'avait signalé sa disparition. Le même jour, Paula Clennell a été portée disparue. Et en début de soirée, la police a reçu une 3e alerte, une autre femme, Annette Nichols, s'était elle aussi volatilisée. Paula Clennell a été retrouvée dans les bois sur le bord de la route. La police a envoyé un hélicoptère survoler la zone. Et très rapidement, il a repéré un autre corps au sol. Malheureusement, c'était celui d'Annette Nichols. Les corps des victimes de Nacton avaient été disposés d'une façon particulière, en croix. Cette information avait été rendue publique. Mais il y a une chose que je n'arrive toujours pas à comprendre. Si on tue quelqu'un, que ce soit volontairement ou accidentellement, il est probable qu'on panique et qu'on se dise « je dois absolument me débarrasser de ce corps ». Mais ensuite, si on décide de l'emporter dans les bois, on ne va sûrement pas s'embêter à le mettre en scène comme ça. Ça me semble inconcevable. Logiquement, il aurait dû se borner à abandonner les victimes et s'enfuir. Mais non. Stephen Wright a choisi de positionner les corps de ces 2 femmes en croix. Sa première motivation était sans doute de dérouter la police, parce que jusque-là, il s'était contenté de se débarrasser des corps. Il a probablement aussi voulu créer un effet dramatique. Étrangement, beaucoup de tueurs aiment signer leurs crimes avec une marque distinctive. Et après avoir tué cette femme, il a dû ressentir un frisson supplémentaire à l'idée de mettre en scène le corps de cette façon. Ça prouve qu'il y a pris du plaisir. Le soir, pendant que sa conjointe est au travail, Steve Wright sillonne le quartier des prostituées. C'est là qu'il trouve ses victimes. Ces 5 femmes étaient toutes vulnérables. Elles faisaient le trottoir pour gagner un peu d'argent et pouvoir se payer de la drogue. Elles étaient toxicomanes. Il fallait arrêter ce type. C'était clairement la même personne qui avait commis tous ces crimes. Stephen Wright était en liberté et il a fait d'autres victimes sous le nez des enquêteurs. Ressentait-il un frisson particulier en continuant à tuer alors que la police était à sa recherche? On ne le saura jamais. Mais c'est la seule affaire où j'ai vu autant de meurtres perpétrés en un laps de temps aussi court. Il savait que la police le cherchait. Il avait même été arrêté. Jubilait-il de constater que tous les médias parlaient soudain de lui? Pour Stephen Wright, les femmes étaient des objets qu'il pouvait utiliser pour satisfaire ses besoins et son plaisir. Il avait recours à des prostituées quasiment devant chez lui. Il n'avait aucune considération pour sa compagne. Dans son univers, les femmes ne sont utiles que si elles servent ses intérêts. Et chaque fois, il repousse un peu plus ses propres limites. Mais quand on est prédisposé à faire du mal aux autres, les limites qu'on se fixe finissent toujours par être franchies. C'est ce qui s'est passé pour Steve. À un moment, les barrières qu'il avait érigées ont cédé. J'ai entendu parler de l'affaire à la télévision. Évidemment, je n'ai pas du tout pensé à Steve.
J'ai lu quelques articles sur le sujet. Ces 5 jeunes femmes étaient des travailleuses du sexe, c'est vrai. Mais c'était aussi des filles, des sœurs, des amies. Et elles étaient fragiles, en danger. Ces jeunes femmes se prostituaient dans la rue et elles étaient toxicomanes. Elles avaient surtout besoin d'aide. Mais malheureusement, pour des gens comme Stephen Wright, c'était des proies faciles. Il a profité de leur vulnérabilité. Et à moins qu'il ne l'avoue un jour, on ne saura jamais ce qu'il leur a fait subir. Comment les a-t-il attirées? Comment les a-t-il tuées? Pour assassiner 5 personnes en 6 semaines, il faut forcément avoir totalement perdu le contrôle de soi-même. Personne ne peut agir ainsi dans son état normal. Il a dû y avoir un élément déclencheur. Mais ça n'explique pas tout. Pourquoi leur en voulait-il à ce point? Detectives have spent the day trying to cast more light into the shadowy world of Ipswich's red light district to try to answer the question, who murdered 5 prostitutes? La campagne aux alentours d'Ipswich est luxuriante. Steve Wright la connaît bien et il en profite. Il se débarrasse du corps des femmes qu'il a tuées dans des endroits où il pense qu'on ne les retrouvera pas. Il paraît que c'est Steve qui a tué les femmes qu'on a retrouvées mortes dans la région. Mais j'ai toujours beaucoup de mal à croire qu'il ait été capable de faire une chose pareille. Mais il a été reconnu coupable. Alors, il n'y a plus rien à en dire. Avant de commettre ces meurtres, Steve a été accusé de violences sexuelles. L'une de ses ex-femmes a donné une interview. Elle a expliqué qu'il avait toujours été violent avec elle, dès le début de leur relation. Il avait cette brutalité en lui depuis longtemps. Wright n'était pas le genre d'homme avec qui on rêve d'être en couple. Il était violent dans ses paroles et dans ses actes. Il voulait tout contrôler. C'est très révélateur. Quand on se permet de faire du mal à ses proches, alors qu'on est censé les protéger, c'est qu'on est capable de tout face à des étrangers. 3 des victimes de Stephen Wright sont mortes asphyxiées. Ça veut dire qu'il a serré ses mains autour de leur cou, qu'il les a empêchées de respirer. Les jeunes femmes sont-elles décédées pendant la relation sexuelle avec Stephen Wright? Les a-t-il étranglées pendant l'acte ou après? À moins que Stephen Wright ne nous le révèle un jour, on ne saura jamais précisément ce qui s'est passé. Mais les faits sont éloquents. Il a étranglé 3 femmes. On l'a surnommé l'étrangleur du Suffolk. L'expression est sans doute apparue d'abord dans les journaux, mais c'est resté. Conrad n'avait pas perçu cette violence chez son fils. Il s'est marié 2 fois et a eu 4 ou 5 partenaires différentes. Et je n'ai jamais entendu aucune d'elles se plaindre de lui. Pas un seul commentaire négatif. S'il avait été violent ou s'il se disputait souvent, l'une de ses femmes m'aurait sûrement demandé de lui parler à un moment. Mais ça n'est jamais arrivé. Et ça concernait non pas 1, mais 5 ou 6 personnes. Conrad a du mal à croire que son fils puisse être un meurtrier. Mais c'est plutôt normal. C'est le principe de la dissonance cognitive. On ne peut pas jongler entre 2 croyances contradictoires. Pour lui, son fils est un être exceptionnel et il l'aime. Alors c'est impossible d'admettre qu'il puisse être en même temps un meurtrier psychopathe, sadique et plein de haine. Ça n'a pas de sens. Le week-end, il était normal. On faisait du cricket ensemble. On prenait le thé pendant le match et on buvait un verre après. Tout porte à croire qu'il avait une double vie, mais j'ai du mal à l'admettre parce qu'on passait beaucoup de temps ensemble.
Après ces 2 divorces, Steve enchaîne les relations et les petits boulots. Il se retrouve régulièrement chez son père, à chaque fois qu'il est en difficulté. C'était la chambre de Steve quand il vivait chez moi. Parfois, quand il revenait du travail, il se couchait très tôt. C'est ici qu'il dormait. Il faisait sa vie de son côté et on ne surveillait pas vraiment ses allées et venues. Ici, c'était chez lui. Il était toujours le bienvenu. Stephen Wright était un homme apparemment discret et introverti. Il était assez solitaire et fréquentait peu de monde. Mais il avait aussi une autre personnalité. Son père n'était sûrement pas au courant, mais il avait souvent recours à des prostituées. Et sa femme ne devait pas savoir que pendant qu'elle travaillait la nuit, il couchait avec des jeunes femmes. Malgré son caractère sauvage et réservé, il avait clairement une double personnalité. Il était très perturbé. Je sais qu'il a fait une tentative de suicide. Une nuit où je travaillais, j'ai reçu un appel vers 3 ou 4 heures du matin. Mon fils avait été retrouvé dans la voiture de sa compagne, intoxiqué par les gaz d'échappement. Il a été emmené à l'hôpital de Peterborough, où je suis allé le voir. Je me rappelle lui avoir demandé « Pourquoi tu as fait ça, mon fils ?» Mais je ne me souviens pas s'il m'a répondu. Stephen Wright se détestait. Il était probablement rongé par la culpabilité. Il était si malheureux qu'il a voulu se suicider. Quand une situation tourne mal pour lui, il réagit de façon extrême. Il tente de se tuer, il joue une somme d'argent colossale, il a des relations sexuelles avec des prostituées. En tout cas, il est incapable de faire face rationnellement. La plupart du temps, son chagrin et sa haine de lui-même se traduisent par un comportement dangereux. Un autre événement notable se produit. La mère de Steve réapparaît à Ipswich. C'est la première fois qu'il la revoit depuis ses 8 ans. Quand sa sœur s'est mariée, 30 ans plus tard, sa mère est revenue des États-Unis. Ils avaient dû anticiper son retour, en tout cas, elle a voulu rendre visite à ses enfants. Elle est allée voir Steve dans un pub à Plumstead. Mais ça ne lui a pas plu du tout. Pourquoi maintenant, 30 ans après? Si son comportement a changé soudainement, c'est sûrement après cette rencontre. Ça a été un choc pour lui. Patricia est entrée dans le pub où travaillait Steve pour tenter de renouer avec lui. Et Conrad est persuadé que cet événement l'a mis tellement en colère qu'il a déclenché chez lui des pulsions meurtrières. Mais ça n'a pas de sens. Stephen Wright a eu l'occasion de créer un nouveau lien avec sa mère biologique et il a délibérément choisi de la rejeter. Il a sciemment décidé qu'il n'avait pas besoin de la présence de cette femme dans sa vie. Mon hypothèse, c'est qu'il ressentait de la rancune, de l'amertume et de l'hostilité vis-à-vis de sa mère. Et comme il savait que ces sentiments auraient une influence néfaste sur leur relation, il a préféré la repousser. À Ipswich, les enquêteurs craignent que l'homme surnommé l'étrangleur du Suffolk frappe à nouveau. Alors, ils arrêtent rapidement un suspect pour les meurtres. Mais ce n'est pas Steve Wright. Les inspecteurs ont suivi plusieurs pistes parmi les clients de prostituées. Ils ont arrêté un homme soupçonné d'avoir commis les 5 meurtres. Il fréquentait le quartier de la prostitution. Il était ami avec la plupart des femmes qui travaillaient là et beaucoup d'entre elles étaient déjà entrées chez lui. Mais la police a prélevé des échantillons d'ADN sur 3 victimes. Entre le 1er novembre, jour de la disparition de Tanya, et le 15 décembre, quand on a établi que les 5 meurtres étaient liés, la police a eu le temps de faire analyser les preuves médico-légales. L'ADN de Steve Wright figurait déjà dans la base de données de la police. Quelques années auparavant, il avait travaillé dans un hôtel à Felixstowe. Il avait volé de l'argent dans la caisse. Une somme de l'ordre de 80 livres. Mais il s'est fait surprendre et il a été arrêté. Et son ADN a été enregistré. Il avait donc un casier judiciaire.
Des échantillons d'ADN ont été prélevés sur les 3 victimes retrouvées hors de l'eau. Ils ont été comparés à ceux figurant dans la base de données nationale et le nom de Steve Wright a surgi. Police arrived before dawn to make a second arrest in 2 days. Stephen Wright was taken from his home. Shortly afterwards, both the house and road were sealed off. On a frappé à ma porte. C'était 2 journalistes, un homme et une femme. Ils travaillaient pour la presse nationale. Et ils m'ont dit « Votre fils a été arrêté pour les meurtres d'Ipswich ». C'était ridicule. Le 19 décembre 2006, Steve Wright est interpellé chez lui et inculpé pour le meurtre de 5 femmes. Pour moi, ça reste totalement incompréhensible. Comment a-t-il pu faire une chose pareille? Mais il faut se rendre à l'évidence. Depuis qu'il est en prison, il n'y a pas eu d'autres morts. L'ADN de Steve correspond à celui trouvé sur les scènes de crime. Dès qu'ils ont récupéré le profil génétique, les enquêteurs ont su que c'était lui. Ils ont monté un dossier contre lui et le 21 décembre, ils l'ont inculpé. Tous les habitants du Suffolk et même du pays entier ont ressenti un immense soulagement. Avec l'arrestation du coupable, les gens se sont enfin sentis en sécurité. Avant ça, ils avaient peur de sortir. C'était juste avant Noël et les fêtes de fin d'année. Et tout le monde était inquiet. C'était terrifiant de se retrouver dehors dans ces circonstances. La police a bien fait son travail. Les voisins étaient très surpris. Ils ne le connaissaient pas très bien. Il n'était là que depuis quelques mois. Un homme m'a dit qu'il passait beaucoup de temps à nettoyer sa voiture. Mais c'est à peu près tout. Les inspecteurs sont convaincus que Steve est le tueur. Ils se rendent au domicile de Conrad, où il a séjourné de temps à autre. Ils m'ont demandé s'ils pouvaient jeter un œil au garage. J'ai répondu oui, mais vous ne trouverez rien, il est vide. Et quand je suis sorti, 2 journalistes de tabloïds se battaient pour me parler en premier. Ils pensaient que j'avais une déclaration à faire, mais je n'avais rien à leur dire. Ils se poussaient, se bousculaient, mais au final, ça n'a servi à rien. Le 22 décembre, Steve Wright se retrouve devant le tribunal d'Ipswich. Le suspect a été accusé d'avoir commis les 5 meurtres. Après avoir échangé avec la police, l'accusation a rapidement conclu qu'il y avait suffisamment de preuves pour le poursuivre en justice. La salle d'audience était pleine à craquer. Il y avait 70 journalistes. En entrant, Steve Wright nous regardait d'un air perplexe que je n'ai pas oublié. À ce stade, personne dans la salle ne savait si les preuves qu'il accusait seraient suffisamment nombreuses et solides. Mais elles étaient innombrables. On avait retrouvé des traces de son ADN et des fibres de ses vêtements sur les corps. On avait aussi identifié des fibres provenant de son domicile sur les scènes de crime, et des vêtements lui appartenant étaient tachés du sang de certaines victimes. Mais à ce moment-là, on ne savait rien de tout ça. Son procès s'ouvre enfin le 16 janvier 2008 au palais de justice d'Ipswich. Je me suis rendu au tribunal tous les jours. J'étais le premier sur place. Mon autre fils m'avait emmené. Ensuite, j'ai vu les familles des victimes arriver et j'ai réalisé que je ne pouvais pas m'asseoir avec elles. Au début, ils pleuraient tous. Alors je suis allé m'installer dans une autre pièce avec les journalistes. J'essayais toujours de trouver une place devant. Conrad a préféré s'asseoir avec les journalistes plutôt qu'avec les familles des victimes. Il n'était pas au cœur du déroulement du procès. Une fois encore, il a cherché à mettre de la distance entre Stephen et lui. Au tribunal, comme dans la vie de son fils, il était spectateur plutôt qu'acteur. Mais en faisant un pas de côté, il évitait aussi de se confronter directement à la réalité des faits et aux sentiments que la situation lui inspirait. Il n'avait pas à affronter la véritable nature de son fils. Le procès était très attendu. Il a eu lieu 14 mois après les meurtres et a suscité énormément d'attention médiatique.
Évidemment, les familles des victimes voulaient que justice soit faite pour leurs proches. C'était un moment important pour elle aussi. C'était la première fois qu'elle voyait Steve Wright en chair et en os et qu'elle prenait connaissance des preuves qui l'incriminaient. Je l'ai vu une seule fois. On venait de le faire entrer dans la salle d'audience et il est resté debout avant que le procès commence. Alors je me suis levé. Il était dans un box vitré. Il a levé les yeux et il me semble qu'il m'a vu. Mais ça n'a duré qu'une fraction de seconde. Ensuite, ils l'ont emmené. Mais je me suis dit qu'au moins il savait que j'étais là. Pour moi, l'épreuve était accablante. On avait retrouvé son ADN sur le corps des 3 femmes qui avaient été découverts hors de l'eau. Il y avait aussi d'autres preuves médico-légales. Par exemple, des fibres textiles provenant de ses vêtements, qui avaient également été prélevées sur les victimes. Le corps de Tanya Nicole avait séjourné dans l'eau pendant environ 6 semaines. Mais la police a tout de même réussi à récupérer une fibre assez longue, d'environ 5 mm, qui s'était emmêlée dans ses cheveux. En tout, la police scientifique a relevé plus de 170 éléments de preuve. La police l'a identifié grâce à son ADN, mais quand il a été interrogé pendant le procès, il s'est contenté de répondre « pas de commentaires ». Il n'a pas fallu plus de 6 heures au jury pour le déclarer coupable, alors qu'il y avait 5 meurtres. Ça vous laisse imaginer l'ampleur des preuves contre lui et leur caractère irréfutable. L'ADN était l'élément central. Et quand on additionnait toutes les preuves, il n'y avait plus aucun doute. La fibre retrouvée dans les cheveux de Tanya Nicole, qui provenait du plancher de sa voiture, avait elle aussi été déterminante. Les familles étaient soulagées. Justice avait été rendue. Mais sur le banc des accusés, Steve Wright n'a eu aucune réaction. Il avait les yeux baissés et son visage ne laissait rien transparaître. Le jury est entré et l'a déclaré coupable. C'était fini. Pour moi, en tout cas, ça s'est arrêté là. Peu de temps après le verdict, Conrad rend visite à Steve en prison. Je me suis présenté à la prison de Belmarsh. J'avais rendez-vous. Ils m'ont fait vider mes poches. Donc, dans la salle d'attente, en attendant qu'on m'appelle, je n'avais plus rien. Je me suis assis. Il y avait d'autres gens, des femmes avec des enfants. En regardant autour de moi, je me suis rendu compte que j'étais la seule personne en costume. Au bout d'un moment, j'ai été appelé. Je devais être fouillé. Ils m'ont fait enlever ma veste et lever les bras. Ensuite, ils m'ont demandé de rester debout dans un petit carré et ils ont fait entrer les chiens qui m'ont reniflé. J'imagine qu'ils cherchaient de la drogue. Je me suis laissé faire, mais en même temps, je me disais, je ne remettrai plus jamais les pieds ici. Au final, j'ai fait tout ça pour rien, parce qu'il n'a pas voulu me voir. C'est ce que m'a dit l'un des gardiens. Votre fils refuse de vous voir, et on ne peut pas l'y obliger. Stephen Wright n'a pas voulu voir son père en prison. C'est très révélateur. Il ne pouvait plus nier avoir commis ces crimes. Et il avait parfaitement conscience qu'au fond de lui, son père savait qu'il était coupable, même s'il essayait de croire à son innocence. Alors il allait devoir assumer sa véritable nature face à quelqu'un qui ne l'avait jamais vraiment connu, mais qu'il avait aimé. Et c'était une épreuve trop difficile pour lui émotionnellement. C'est aussi simple que ça, c'est de la lâcheté. Steve n'a tenté qu'une seule fois de reprendre contact avec son père. J'ai reçu une lettre de lui. Il disait que j'étais bien le seul à croire qu'il était innocent. Et d'autres propos de ce genre. Je ne comprends pas trop pourquoi. Je me suis débarrassé de cette lettre. Aujourd'hui, je le regrette. J'aurais voulu la garder. Mais à cette époque, je me suis senti obligé de la jeter. Elle me faisait trop de peine. Je la ressortais sans cesse. Je la relisais encore et encore. Et ça ne me menait nulle part. Alors j'ai tout jeté, ces photos aussi. Il fallait que je me débarrasse de tout. Ce n'était pas un appel à l'aide. Il avait l'air content de purger la peine qui lui avait été infligée.
Il sait où je vis, je n'ai pas déménagé. Alors rien ne l'empêche d'écrire à son père. S'il m'avait dit « Écoute papa, c'est vrai, j'ai commis ces crimes mais je te demande pardon », j'aurais peut-être réagi autrement, mais il en était incapable et il n'a plus jamais écrit. Je me suis habitué à son silence. Stephen Wright est un homme extrêmement dangereux. Ce serait difficile pour n'importe qui de maintenir un lien avec lui. Mais il y a beaucoup de non-dits dans sa relation avec Conrad, de problèmes qui ont besoin d'être réglés. Et ça leur ferait peut-être du bien à tous les deux de reconstruire un lien sur des bases saines. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi je pense encore à lui. Pourquoi je m'inquiète pour lui. Je devrais plutôt penser aux jeunes femmes qu'il a tuées et à leur famille. Pour Conrad, le plus dur, c'est qu'au fond, il aime toujours son fils. Il tient toujours à lui. Et c'est important pour lui de comprendre que c'est normal et qu'il ne doit pas en avoir honte. On a le droit d'aimer l'être humain qu'on connaissait tout en rejetant la partie de lui-même qui a causé du tort. Il n'y a pas de mal à continuer d'avoir de l'affection pour quelqu'un qui a commis des actes terrifiants. Et c'est essentiel d'accepter cette idée. Le père n'a pas à se sentir coupable à la place de son fils. Ça doit être très difficile pour un parent de réaliser que son enfant est un tueur en série et qu'il est responsable de la mort de 5 jeunes femmes innocentes. Mais les preuves sont là. Il les a assassinées sans aucun doute possible. On ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé, à moins que Stephen Wright ne décide un jour de parler. Ou qu'un membre de sa famille réussisse à le faire avouer. Par exemple, son père, s'il accepte de lui rendre visite. Si c'était mon enfant, je crois que je voudrais connaître la vérité. Je lui demanderai pourquoi il a fait ça. Peut-être que je devrais lui écrire une lettre. Le directeur de la prison accepterait sûrement de la lui faire passer. Ce ne serait sans doute pas facile pour moi d'attendre qu'il me réponde, sans savoir s'il va le faire. Mais si je trouve dans quelle prison il est incarcéré, je le ferai, je lui écrirai, et je verrai bien s'il me répond. Je ne crois pas que je pourrais aller le voir, par contre. Sachant qu'il est emprisonné à perpétuité, ça me ferait plus de mal que de bien, et ce serait sûrement pareil pour lui. Mais j'aimerais quand même connaître les pièces manquantes du puzzle, parce que de mon point de vue, il reste des zones d'ombre.